Dans cette vidéo, je voudrais répondre aux dernières analyses du précepteur à propos de l'intelligence artificielle et plus précisément des LLM. Dans son analyse, le précepteur il pointe deux dangers majeurs. Premièrement, la rupture du système de récompense. Il explique que créer une œuvre, ça a toujours nécessité un long travail. Et c'est cet effort qui nourrit à la fin le plaisir par la récompense qu'on obtient. Et qui nous motive d'ailleurs pour recommencer et connaître à nouveau le plaisir de la récompense. Le problème avec l'IA, dit-il, c'est qu'on obtient un résultat immédiat, sans effort, et ça court-circuite notre système de motivation et ça dévalorise la création. Deuxième critique qu'il adresse à l'IA, c'est la rupture du système de confiance, parce qu'à l'ère des contenus générés par l'IA, on ne sait plus si un texte, une image, une vidéo viennent d'un humain ou d'une machine. Et cette indistinction, elle nourrirait une suspicion généralisée et elle fragiliserait notre rapport à la réalité et à l'autre. Alors, je nie pas que l'IA pose des problèmes réels, mais je ne suis pas d'accord avec ces deux critiques du précepteur et je pense même qu'elles révèlent davantage nos propres systèmes de valeurs et les incohérences de nos représentations que les vrais dangers de l'IA. Donc, voici ma réponse en 5 points qui interrogent autant l'IA que nous-mêmes. Premier point, le mythe de l'auteur unique. On aime croire qu'une œuvre, elle vient d'une seule personne, pure, originale, admirable. Mais en réalité, aucun auteur n'est vraiment pur. Rimbaud, c'est aussi un peu Victor Hugo, Baudelaire, Nietzsche. Il s'est nourri de Schopenhauer, de Montaigne, et Montaigne lui-même s'est nourri d'Épictète, d'Épicure, et ainsi de suite. Nos idées, elles viennent de nos lectures, de nos rencontres, d'expériences qui nous traversent. Et on ne sait même pas très bien comment tout cela, ça se mélange dans nos têtes pour produire ensuite nos réflexions. Alors, pourquoi exiger cela davantage d'une IA ? Mais voici ce que ce besoin de confiance en un auteur unique et admirable révèle sur nous. Vouloir identifier un créateur unique, ça relève d'un besoin d'admirer. Or, comme le disent Spinoza et Nietzsche, l'admiration, c'est un affect plutôt triste, parce qu'au lieu de nous rendre actifs et créatifs nous-mêmes, elle nous rend plutôt passifs face à celui ou à celle qu'on admire. On préfère contempler le génie plutôt que de cultiver notre propre puissance de pensée. Deuxième point, si l'IA dérange autant, c'est peut-être parce qu'elle nous oblige à admettre une vérité inconfortable. En fait, on n'est pas vraiment les propriétaires de nos idées. Elles viennent d'ailleurs, comme je l'ai dit, de lectures, de conversations, etc. Et parfois, on ne sait même pas d'où ça vient. Donc, ce qui nous pose problème, c'est plutôt notre ego de propriétaire, notre besoin de nous sentir uniques et irremplaçables. Troisième point, l'IA comme libératrice d'efforts périphériques. Oui, les productions 100% IA sont pour l'instant souvent totalement creuses et inintéressantes, comme ces chaînes YouTube entièrement automatisées. Mais l'IA peut nous libérer de tâches secondaires, même de notre esprit. Par exemple, la mise en forme, la recherche d'un synonyme, la correction orthographique, pour se concentrer sur le fond, sur ce qui compte vraiment. La calculatrice, elle n'a pas tué les mathématiques, au contraire. Elle a déplacé l'effort vers des problèmes plus profonds et plus intéressants. On peut penser la même chose des créations philosophiques ou littéraires. L'IA peut nous permettre de nous concentrer sur l'essentiel. Quatrième point. Au-delà de l'effort, le plaisir du jeu. L'effort et la récompense ne sont pas les seuls moteurs de l'action humaine. Il existe un moteur beaucoup plus libre, beaucoup plus détaché du résultat, ce que le philosophe Schiller appelle le plaisir du jeu. On peut agir pour la beauté du geste, par curiosité, pour l'expérimentation pure. Par exemple, quand je joue aux échecs avec mon mari, je suis sûre de perdre à chaque fois, il est très fort aux échecs, et pourtant j'aime bien jouer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une esthétique du jeu, une inventivité, des stratégies qui m'intéressent, mais ce plaisir ne dépend pas de la victoire en fait. Et cette motivation, le plaisir de penser, d'agencer des concepts, pour un philosophe, l'IA elle ne peut pas enlever ça. Au contraire, peut-être elle peut l'aider. Si vous participez à des ateliers de pratique philosophique, vous ferez peut-être l'expérience qu'il y a un vrai plaisir à penser ensemble, à se questionner. Certainement, l'IA, elle trouverait très rapidement plein de réponses aux questions qu'on se pose en atelier. Mais la laisser se substituer à nous n'aurait pas de sens. Ce serait comme demander à un robot de manger un bon repas à notre place ou d'écouter un morceau de musique à notre place. D'ailleurs, Deep Blue, pour reprendre l'exemple des échecs, joue beaucoup mieux que l'humain, mais ça n'empêche
personne de continuer à prendre plaisir à jouer à ce jeu. 5e point, l'IA en fait elle bouscule notre rapport au savoir parce que beaucoup utilisent le savoir comme un capital pour asseoir leur autorité, pour nourrir leur ego et leur désir de pouvoir. Mais chez Socrate, c'est différent. Le savoir n'est pas un pouvoir puisqu'il confine toujours au non-savoir. J'ai fait une vidéo sur cette question. C'est-à-dire qu'il faut avoir toujours l'humilité de reconnaître qu'on ne sait pas, en fait, pour ne pas se gonfler d'orgueil et que le savoir devienne un outil de domination. Et l'IA, précisément, elle brouille les cartes. On ne sait pas qui a écrit, qui a fourni l'effort. Et ça déstabilise ceux qui détiennent ce monopole du savoir et du pouvoir. Aujourd'hui, même quelqu'un qui n'est pas très à l'aise sur le plan rhétorique peut produire un texte bien écrit s'il a des idées intéressantes. Et d'une certaine manière, ça remet les choses à plat. L'IA déstabilise, démasque les sophistes, ceux qui cherchent avant tout la reconnaissance en brillant par leur langage, mais pas ceux qui cherchent avant tout la vérité. Donc l'IA n'est certainement pas sans danger et il faut rester vigilant face aux risques réels qu'elle pose. Mais certaines critiques qu'on lui adresse sont en fait des critiques qu'on pourrait s'adresser à nous-mêmes. Parce que l'IA fonctionne comme un miroir. Elle ne nous vole pas notre savoir, elle nous montre comment on l'utilise et révèle comment on s'en sert pour chercher la vérité ou simplement pour nous mettre en valeur. À nous de choisir ce que nous voulons en faire alors. Alors n'hésitez pas à apporter des critiques à ma critique pour nourrir la réflexion. Et si cette vidéo vous a intéressé, eh bien, je vous mets en commentaire ou dans la description le lien pour un livre qu'un de mes collègues a écrit à ce propos. Et vous verrez que pas mal de mes idées dans cette vidéo sont inspirées par ce philosophe. Donc je ne suis pas vraiment l'auteur en fait, c'est pas grave.